Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Un dernier petit mot avant de démarrer cet épisode pour vous informer que Milestone Connect revient pour sa seconde édition le mardi 25 mars 2025 à Annecy, toujours à l'hôtel Novotel Atria. Une journée pour faire le point sur le secteur et anticiper les futures tendances avec les experts et les figures du milieu du trail, mais aussi du temps pour networker. Infos et réservations sur le site Milestone ou sur les réseaux sociaux. Je reçois dans ce 26e épisode de Trail Business Club une femme, même une jeune femme, tant les années passent et ne semblent pas l'affecter. Plus de 150 courses à son actif, plus de 25 victoires, 60 podiums et seulement 3 DNF, donc 3 abandons référencés en l'espace de 12 ans de carrière. 3 victoires à l'Éco-Trail de Paris, une sélection en équipe de France lors des championnats du monde d'Annecy en 2015, l'UTMB, la TDS, les Templiers, le Mont Fuji, 4 grands raids, le Marathon des Sables et j'en passe, il y en a beaucoup d'autres. J'ai le plaisir de recevoir Sylvaine Cussot. Bonjour Sylvaine. Salut Fred, et merci pour cette présentation qui me plaît bien parce que tu parles de jeune femme, donc ça me va très bien. Écoute, comme je sais que tu es sincère dans tes propos et souvent sans filtre, eh ben, je le suis aussi, donc c'est exactement ce que je pense. Tu es connu dans le monde du trail depuis plus de 12 ans, même si tu es plus connu d'année en année. Tu as toujours été avec le même équipementier, avec les mêmes partenaires. On va parler de tout ça pendant 7 heures ensemble sur ce modèle économique, la façon dont tu travailles, la façon dont tu communiques sur les réseaux sociaux, la médiatisation du trail, l'écologie aussi, parce que tu habites à La Réunion, on va y revenir tout de suite, et c'est pas non plus indifférent par rapport à tes déplacements. Est-ce que justement, tu peux revenir sur ce passé depuis ta ville natale du Mans jusqu'à aujourd'hui, ton île d'adoption, l'île de La Réunion? Oula, revenir sur 43 années de vie, ça va être très long Fred, je pense qu'il faut plus d'une heure pour tout ça, mais on va essayer de résumer dans les grandes lignes. Écoute, déjà merci de me recevoir dans ton podcast, c'est un plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets qui sont vastes. Oui, alors moi je suis née au Mans, c'est vrai que je suis pas une montagnarde, à la base il y avait pas grand-chose qui me prédestinait à m'orienter, vers le trail. Par contre, je cours depuis toute petite. J'ai commencé la course à pied, grâce à mes parents qui m'ont un petit peu poussée à le faire. À l'époque, ils nous faisaient courir avec mon frère et ma sœur, tous les week-ends et c'est vrai que je cours depuis que j'ai 6 ans. J'ai pris ma première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans et la course à pied, notamment en athlétisme, et en club, ne m'a jamais quittée depuis puisque j'ai toujours une licence, dans un club depuis que j'ai 10 ans. Après ma pratique a un petit peu évolué puisque c'est vrai que, petite, bah, comme beaucoup d'enfants, j'ai pratiqué, par curiosité, parce que j'étais contente de retrouver les copines, au stade, voilà, je me suis essayée un petit peu à tout. J'étais très curieuse donc bah, j'ai fait du cross, j'ai fait des haies, j'ai fait de la perche, du javelot. Voilà, j'aimais bien en fait, ce côté de découverte dans ce sport et toutes les disciplines qui s'y rattachent. Je trouve que c'est super riche donc c'est vrai que ça m'a vraiment plu de découvrir un petit peu tout ça. J'ai quitté le Mans, à l'âge de mes 18 ans, une fois le bac en poche
pour, poursuivre mes études. Donc j'ai fait 2 années sur Angers, j'ai fait une classe préparatoire, prépa HEC, dans le but d'intégrer une école de commerce. À l'époque, je savais pas trop, vers quoi m'orienter, mais je savais que, l'école de commerce me permettait de toucher un peu à tout, la compta, la finance, les ressources humaines, le marketing, voilà, donc c'est des études qui étaient assez larges. Ces études m'ont amenée à Toulouse. J'ai intégré, l'école de commerce de Toulouse, où j'ai donc terminé, mon cursus, bac+5, avec une spécialisation en ressources humaines, donc ce qui m'a amenée, à occuper un premier poste de responsable recrutement dans une société d'ingénierie informatique. Je faisais passer des entretiens d'embauche à des ingénieurs informaticiens. C'était super intéressant, j'ai adoré ce poste pour une entreprise qui s'appelle Celad, qui aujourd'hui a bien grandi depuis, j'ai toujours des nouvelles. Mais voilà, j'ai envie de dire une première vie, en bureau, à m'entraîner, avec les copains, parce que moi j'ai toujours gardé, la course à pied en ligne directrice de ma vie. Moi, c'est toujours, quelque chose c'est nécessaire dans ma vie, le sport de manière générale. C'est ma bouffée d'oxygène et c'est vrai qu'aller courir, aujourd'hui, je ne conçois pas ma vie sans sport. Donc la course à pied notamment, a toujours fait partie de ma vie, même quand, je faisais, beaucoup d'heures au bureau, quand j'occupais ce poste, voilà, j'hésitais pas à aller chausser mes baskets le soir en rentrant, entre midi et 2 ou le matin à 6 heures du matin avant d'aller travailler, c'était jamais une contrainte pour moi, mais vraiment un besoin. Ça, c'était à Toulouse. À l'époque, je faisais beaucoup, plus de route, pas du tout de trail. D'ailleurs, à l'époque, le trail n'était pas du tout connu comme aujourd'hui. On n'en parlait pas vraiment et c'est en 2012, en fait, que j'ai connu un gros virage, personnel et professionnel puisque, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait quitter la région de Toulouse et qui m'a fait m'installer dans le Gard, à Uzès, plus particulièrement. Et donc, en parallèle, j'ai changé de travail, j'ai rencontré la société Iron qui aujourd'hui, m'embauche toujours, que j'ai donc rejoint en 2012. À l'époque, il y a un poste qui s'est ouvert en fait, et qui pouvait s'effectuer en télétravail. Donc, je travaillais, à Uzès pour, l'entreprise toulousaine Iron. Déjà à l'époque, c'était du télétravail déjà et ça m'a amené du coup à, doucement évoluer vers le trail, puisque c'est vrai que naturellement, moi, j'habitais à Uzès. Quand je sortais de la maison, j'étais sur les sentiers et c'est un peu comme ça, par intermédiaire de rencontres et de changements de vie que je me suis, lancée dans le trail et après ça, il y a eu, les partenaires qui sont arrivés, ASICS, Iron qui m'a accompagnée, d'autres partenaires qui se sont, rattachés à ma pratique et puis, de plus en plus de courses avec, l'envie de mieux m'entraîner parce que c'est vrai que quand on est, approché par des partenaires, on a aussi envie de mieux faire, on a envie de leur montrer qu'ils ont eu raison de nous faire confiance et quelque part, on se met un peu nous-mêmes une certaine pression à se dire, voilà, il faut que quand même que j'assure, derrière. Donc, voilà, j'ai eu une pratique un peu plus rigoureuse à l'époque, ce qui m'a permis d'avoir quelques résultats, effectivement, comme tu disais, d'avoir une sélection en équipe de France, de faire les championnats du monde et puis d'avoir d'accrocher quelques jolis, podiums à mon palmarès. Et puis, nouveau virage, personnel, pour le coup, pas professionnel puisque je suis quand même restée, salariée chez Iron. Mais c'est vrai que La Réunion 2021, suite à une séparation en 2020, c'est vrai que j'ai eu besoin, de changer, d'environnement, de partir loin, comme un besoin de me reconstruire, tourner une page, ouvrir une nouvelle page et repartir de zéro avec, un endroit que je connaissais pas à l'époque. Donc c'est vrai que La Réunion, c'était un endroit où j'étais jamais allée, c'était un endroit que je connaissais pas du tout, je ne connaissais personne donc pour le coup, c'était vraiment un vrai challenge pour moi de me dire, «Allez, je m'installe là-bas, je repars de zéro, je fais un petit reset» et aujourd'hui, j'y suis toujours et aucun regret parce que, c'est, une île, où il fait vraiment bon vivre. Pas simple, j'imagine, de prendre un billet d'avion un matin avec ses valises et de se dire, alors pourquoi La Réunion? Pourquoi pas la Martinique? Pourquoi pas, justement plus les montagnes? Je sais que tu es pas très amoureuse de la neige, mais même pourquoi pas aller carrément en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs? C'était quoi ce choix comme ça de La Réunion? Pourquoi La Réunion plus qu'une autre île? Ouais, c'est sûr, Fred, c'est pas simple, hein, c'est un peu la boule au ventre que je suis partie, avec des larmes aux yeux parce qu'on ne sait jamais, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve. Pour moi, c'était aussi un gros chamboulement personnel.
mais je pense que j'en avais besoin, de me challenger aussi moi seule, repartir, ouais, repartir vraiment c'était pour moi une reconstruction qui était importante. Alors pourquoi La Réunion? Ça aurait pu être, tout autre endroit. Ça aurait pu être, le sud de la France aussi, plus, vers Marseille, Toulon par là-bas, j'avais regardé parce que j'aime beaucoup. En fait, moi, ce que j'aime, c'est vrai que c'est le mélange mer-montagne. J'adore quand il y a des reliefs et qu'on n'est jamais très loin de la mer. Mais c'est vrai que sur un coup de tête, je me suis dit: «Ben, La Réunion, c'est quand même une terre de trail, effectivement, il fait bon vivre. Je ne connaissais pas, il y avait un côté découverte, qui était aussi, excitant de partir, alors j'avais aussi en tête, au niveau, sportif, de un jour m'aligner, sur cette course dont j'avais beaucoup entendu parler, qui est la Diagonale des Fous. J'avais vu beaucoup d'images, sur cette course, mais, à la fois elle m'attirait beaucoup cette course et à la fois elle m'effrayait beaucoup, elle me faisait beaucoup peur parce que, tout le monde disait que c'était la course la plus dure au monde, parce que les terrains sont très techniques et quand tu regardes, c'est vrai que tu regardes les images, de la course, tu vois forcément que les portions très engagées, celles qui sont très vertigineuses, alors qu'en fait, il y a plein d'autres portions du parcours qui sont plus faciles. Mais c'est vrai que de l'extérieur, je me suis dit: «Bah, ça va être quand même une bonne solution d'aller moi-même me confronter à ce terrain de jeu avant, un jour peut-être de me lancer, au départ de cette course». Voilà, c'était un peu, un au départ, je m'étais dit: «Ça va être 2-3 mois. Ça va être je vais poser mes valises 2-3 mois et puis, je vais ça va me je vais revenir, je vais pas faire ma vie là-bas». C'était pas prévu comme ça, en fait. Mais voilà, après, la vie, elle se passe pas toujours comme on le prévoit et je me suis un peu laissée porter et c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant, et je suis, toujours à La Réunion parce que, j'ai découvert, un endroit, où il fait bon vivre, j'ai découvert un endroit où les gens sont hyper accueillants. J'ai découvert un endroit, à la fois, apaisant et à la fois énergisant. Il y a un truc particulier sur cette île. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une île volcanique, mais il y a un truc qui est vraiment, qu'on ressent en fait dès qu'on sort de l'avion et qu'on pose le pied sur cette île. Les couleurs les couleurs, à tout moment de l'année, la nature est verdoyante, les couchers de soleil sont magnifiques et ouais, moi, je suis tombée sous le charme, en fait, de cet endroit et aujourd'hui, voilà, j'essaye de trouver le meilleur équilibre entre, cette vie, qui est maintenant, ma vie ici et puis, ma vie professionnelle et sportive qui m'amène aussi à bouger, à sortir, des frontières et enfin sortir, à prendre l'avion justement pour aller, courir à droite à gauche. Mais voilà, jusqu'à maintenant, j'ai pas de regrets parce que voilà, c'est un endroit où on peut que se sentir bien sur l'île de la Réunion. Une jeune femme, je redis, épanouie à La Réunion. Hem, alors justement, t'en parles, le bac, une prépa HEC, une école de business, à Toulouse. Comment on bascule justement d'une carrière professionnelle qui semble plutôt tracée quand on sort de ce type, d'école où on se voit d'abord cadre sup, avec des responsabilités, un plan de carrière tout tracé et comme ça aussi peut-être sur un coup de tête et des rencontres, mais que du jour au lendemain on passe d'une vie, heu, idéale presque, de cadre, français à une vie finalement de sportif où on ne sait pas trop où on va. C'est un peu le même schéma que de partir à La Réunion, non? Ouais, c'est vrai et je te cache pas que, quand l'opportunité s'est présentée en fait, Iron, moi, j'ai commencé, je les ai connus d'abord parce que pendant un an, j'étais, sous contrat athlète. À l'époque, ils avaient décidé de monter un petit team d'ambassadeurs à Toulouse et moi, le marketing, c'était Anouk Bousquet, enfin, qui est toujours dans la société d'ailleurs. La boîte, il y avait seulement, 9 salariés 8 salariés, pardon, parce que moi, j'étais la 9e embauchée. Donc Iron, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui, c'était vraiment une toute petite boîte et donc Anouk Bousquet m'avait contactée au marketing pour me proposer un petit contrat athlète. Donc j'ai fait un an, en tant qu'athlète, toujours salariée pour Cella de entreprise dans l'informatique au recrutement et puis au bout d'un an, il y a eu moi ce souhait de quitter Toulouse pour m'installer sur Uzès et puis, je commençais à regarder, pour changer de travail du coup et puis cette opportunité chez Iron qui s'est présentée. À l'époque, Iron, c'était un peu une start-up, hein. Il y avait pas d'assurance derrière, il y avait pas de sécurité d'emploi derrière. Enfin, il y avait une grosse, grosse part de risque.
mais que j'avais envie de prendre parce que je trouve que la vie sans risque, bah, c'est triste et que si on prend pas de risque dans la vie, il se passera rien et voilà, c'est challengeant aussi, j'avais déjà fait 8 ans dans cette société. J'y serais bien restée parce qu'il y avait des possibilités d'évolution et puis c'est vrai que, ça se passait très bien, je m'entendais bien avec toute l'équipe et j'adorais mon travail. Mais voilà, j'ai pris ça comme, une opportunité à saisir. La vie, elle est faite d'opportunités et c'est vrai que si on les saisit pas au bon moment, parfois on passe à côté. Donc j'ai saisi cette opportunité, mais non sans me dire, «Est-ce que tu es pas en train de faire une bêtise et est-ce que tu vas pas le regretter?» Parce que c'est vrai que, c'était quitter un poste, avec un bon salaire, avec, une certaine sécurité, pour plein de choses, un CDI. Alors là, pour le coup, j'ai quand même signé un CDI chez Iron, donc il y avait quand même une sécurité par rapport à ça. Mais mon poste, quand Emmanuel Vidal m'a recrutée à l'époque, donc la 9e, embauchée chez Iron, les contours de mon poste étaient très flous. Il faut savoir qu'Emmanuel Vidal, c'était quelqu'un malheureusement puisqu'il est décédé, c'était quelqu'un, qui fonctionne beaucoup au feeling et moi c'est ça que j'adorais chez lui et en fait, pour recruter, les gens, il prend pas le CV. C'est pas quelqu'un qui va regarder, les diplômes, qui va regarder, notre expérience, Par contre, il va sentir les gens, il va sentir, si la personne, a envie de s'investir, si la personne va avoir des valeurs qui vont correspondre avec les siennes, avec, les valeurs de sa société et j'avais trouvé ça vraiment intéressant, sa façon, cette approche en fait de dire il m'avait dit, je m'en rappellerai toujours, on avait passé l'entretien d'embauche, dans sa voiture parce qu'il avait des courses à faire, pharmacie, ceci, cela et en fait, on discutait et à la fin de la journée, il m'avait dit: «Bah, en fait, Sylvaine, je te veux dans mon entreprise, je sais pas pourquoi faire, je sais pas ce que tu vas faire, mais je veux que tu viennes chez nous». Alors moi, je lui avais dit: «Ben, idéalement, j'aimerais faire des ressources humaines, moi, c'est mon truc, j'ai fait des études là-dedans et c'est vrai que ça m'intéresserait». Il m'avait dit: «Bah, j'ai pas d'opportunité en ressources humaines pour l'instant, mais plus tard, tu feras des RH, tu verras, la boîte, elle va grandir et cetera. On aura besoin de toi». Voilà, donc double pari pour moi, une petite boîte, un recrutement, fait, un peu à l'arrache, mais j'ai adoré ça. Je me suis dit: «C'est il y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui fonctionnent comme ça» et voilà, ça correspondait bien aussi à ma façon de voir la vie, vraiment faite de feeling, faite d'opportunités, de coups de tête, en fait et voilà, j'ai franchi le cap, j'ai signé mon contrat. Alors évidemment, avec un salaire, largement en dessous, de ce que j'avais à l'époque quand je bossais, chez Célad en tant que RH, mais avec beaucoup plus de liberté, avec, du télétravail, avec, d'autres avantages à côté et puis, vivre aussi de ma passion parce que le deal c'était, tu es salarié, chez Iron, tu es en télétravail, donc on va te donner des missions, mais en parallèle, tu es aussi, ambassadrice, donc si tu vas courir, 2 heures, sur ton temps de travail, c'est pas un problème. Donc pour moi, c'était quand même l'opportunité de commencer à rentrer, comment dire? À mi-pro, mi-salarié, de vivre de mon sport, mais pas totalement, d'avoir quand même l'assurance, de la sécurité de l'emploi, mais de me dire, tu as quand même, l la chance de pouvoir, dégager du temps pour, mieux t'entraîner et donc voilà, il y avait des concessions à faire d'un côté, mais j'ai vu aussi tous les avantages que je pouvais avoir de l'autre et voilà, aujourd'hui ça fait bientôt 13 ans, que l'aventure, elle se poursuit avec Iron. Alors justement, c'est à la fois, ce business model qui est intéressant de décrypter. Comment aujourd'hui tu structures ton activité professionnelle autour du trail? À savoir que tu l'as dit, tu es salarié, en CDI chez Iron. Tu es aussi athlète sponsorisé notamment par Iron, mais aussi par ton partenaire principal qui est, ASICS, depuis le départ, avec aussi quelques petits partenariats à côté. Tu as aussi un rôle, auprès des réseaux sociaux. J'imagine que tu arrives un peu à monétiser. Tu travailles aussi avec une agence d'influence, Fresh Touch, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, comment ton business model est organisé pour pouvoir vivre tout simplement? Alors, moi, business model, tout ça, c'est pas forcément des termes que j'emploie. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette double casquette avec Iron qui m'apporte un salaire de base, en tant que salarié
et une enveloppe financière à l'année en tant qu'ambassadrice. Moi, j'ai vraiment ces 2 casquettes qui sont dissociées chez Iron, mais qui sont une source de revenus, de chaque côté. Et disons que, ma source de revenus en tant que salariée, qui est pas hyper conséquente, mais qui est correcte, si je n'avais pas cette source de revenus, en tant que sportive, on va dire, me permet d'avoir peut-être un peu moins de stress que, un athlète, qui est entièrement professionnel et du jour au lendemain, si sa pratique, s'arrête, s'il y a une blessure ou quoi et qu'il se fait lâcher par ses partenaires, ça devient compliqué. Moi, c'est vrai qu'il y a ce côté rassurant de se dire: «OK, j'ai mon salaire, qui fait que j'ai cette base et qui en plus, pourrait avoir vocation à évoluer, comme tout salarié. J'ai des entretiens de fin d'année avec, des évolutions possibles que je provoque ou pas, que j'ai envie de prendre ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même, ce côté sécurisant, je trouve, de mon côté, d'avoir cette double casquette. Après, en parallèle de ce statut chez Aeron, c'est vrai que j'ai la chance d'être accompagnée par des partenaires. ASICS, ça fait maintenant plus de 12 ans. Je suis avec, NutriPure depuis 2 ans. Manéo maintenant, un opticien à La Réunion qui m'accompagne aussi. Voilà, des différents contrats qui sont aussi des sources de revenus, en plus à l'année. Alors après, dépendamment des partenaires, il y a des partenaires qui proposent, des price money, ça, c'est des choses qu'on détermine, en fait, en amont, en début de contrat avec les partenariats. Je sais qu'ASICS, voilà, ils ont depuis toujours une grille avec des price money en fonction des courses qu'on fait et si on a des podiums. Voilà, il y a des grilles, bêtes et méchants, 1er, 5 000, 2e, 2 000, je dis un peu au hasard, mais qui fait que si on veut aller chercher un peu des primes, à nous de choisir, les courses qui sont dans les grilles, de price money. Qui sont pas les plus faciles à attraper quand même, hein, parce que c'est les Templiers, les championnats de France, l'UTMB ou la Diagonale des Fous, donc faut déjà avoir un bon niveau pour aller les attraper. Mais voilà, c'est vrai que ces différentes sources de revenus qui font que je m'en sors, très bien aujourd'hui et que j'ai pas, ce poids du sport sur les épaules ou en tout cas de me dire, toutes mes sources de revenus vont être en fonction de mes performances ou de résultats de mes courses. Et tu parlais aussi tout à l'heure de Fresh Touch de tout ce qu'on peut faire, avec l'agence. Moi, c'est vrai que depuis maintenant, 3 ans à peu près, je suis accompagnée par cette agence qui m'accompagne et qui m'aide aussi, alors en fait, moi, je suis très nulle en négociation. Je déteste ça, aller, négocier des contrats, c'est pas mon truc. Avant que tout ça arrive avec l'agence, je faisais beaucoup de choses, sans rien demander, gratuitement. Bah oui, bien sûr, par sympathie ou pour faire plaisir. Et un jour, j'ai rencontré donc Goulven de l'agence, parce qu'avec Ion, on bossait avec eux pour d'autres activations avec d'autres personnes. Et il m'a dit: «Mais si, ton compte, tu te rends pas compte, tu peux faire des projets, tu peux aller chercher un petit peu d'argent avec ton compte. Arrête de faire des choses gratuitement, laisse-moi te gérer». Moi, je voulais pas, il y a eu peut-être 1 an ou 2 ans où, il m'a dit: «Bah, je te laisse réfléchir». Et c'est vrai que je voulais pas rentrer là-dedans parce que, mes réseaux sociaux, c'était du plaisir, c'était du partage. C'était des choses que j'adore faire. Moi, j'adore le partage, mais j'avais pas envie de rentrer, dans ce système de panneaux. Pour moi, ça faisait panneaux publicitaires. Voilà, je le voyais à l'époque, je le voyais comme ça, ce qui était une erreur parce que tu peux faire d'autres choses, que simplement de la publicité sur les réseaux. Tu peux faire du conseil, tu peux faire, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, qui sont autres que, simplement de la promotion ou de la pub. Mais ça, c'est vrai que j'en avais pas forcément conscience. Et puis en avançant dans les discussions avec Goulven, voilà, on a avancé sur d'autres choses. Il m'a parlé conférences, il m'a parlé, intervention, je suis intervenue notamment pour les JO, sur des ateliers. Voilà, il y a pas mal d'autres choses que simplement des réseaux, que je peux faire avec l'agence et qui sont pour le coup super intéressants et qui peuvent aussi être des sources de revenus, complémentaires et pour le coup qui me correspondent bien parce que, c'est aussi, ça va dans le partage et c'est, parler de mon sport, c'est, voilà, apporter un peu de ce que je peux avoir d'expertise là-dedans aux personnes qui en auraient besoin, quoi.
Alors, il y a quelques jours, on s'est contacté. Tu avais 99 000, et quelques followers sur Instagram, ce qui est une énorme communauté. D'ailleurs, Fresh Touch a bien compris qu'il fallait la valoriser, la monétiser. Je t'ai dit: «Bah, tiens, on fait l'épisode pour le 100 millième». Bon, tu avais d'autres contraintes avec, professionnelles. J'ai regardé tout à l'heure, on est déjà à plus de 101 000. Tu me disais même que en fait, c'est quelque chose qui à laquelle tu attachais pas d'importance, tu surveillais pas ces chiffres-là. Et aujourd'hui, comment toi tu gères, bah, tout ce monde des affaires? Puisque c'est à la fois, ton travail qu'il faut organiser dans ta semaine, c'est à la fois tes relations avec tes partenaires, c'est à la fois ton entraînement pour les courses, mais c'est à la fois la communication sur les réseaux sociaux. Tu as quelqu'un qui s'occupe de tout ça, qui s'occupe de gérer ton Instagram, ton Facebook, je sais pas si tu en as toujours un TikTok peut-être? Comment tu es organisé, on va dire, concrètement au quotidien? C'est intéressant de savoir, est-ce que tu as des plages horaires pour chaque chose? Est-ce que tu as des journées pour chaque chose? Est-ce que tu as des semaines? Ça s'organise comment la semaine type de Sylvaine? Alors non, moi je suis pas du tout quelqu'un d'organisé, c'est bien ça le problème. Je fonctionne beaucoup au feeling, à l'envie et j'ai vraiment besoin de faire les choses avec passion et c'est en ça où je peux pas, prévoir. Je peux pas faire de planning, en tout cas pas sur ce sujet. C'est juste impossible. Tu sais, j'aime bien, parler des choses au moment où elles arrivent et planifier, c'est-à-dire que si, je sais pas, si je suis à la réunion et qu'on me dit, «Faut que tu parles de, je sais pas quoi, ce qui s'est passé, il y a un mois, quand j'étais à tel endroit». Bah non, en fait, là maintenant c'est passé, je suis à la réunion. Moi, je suis vraiment dans l'instantané, je parle de ce qui se passe sur le moment, sans réfléchir, sans me poser de questions. Je suis pas du tout dans les calculs et en ça, il y a rien qui est planifié, en fait et ça me va très bien. Je j'y arrive pas à planifier, ce genre de choses parce que justement pour moi, ça reste, du partage, ça reste un loisir et je veux pas que ce soit une, source, enfin que ce soit ma ressource financière, à tout prix, quoi. C'est pour moi, c'est du bonus quand je peux faire, des activations ou des conférences ou des choses, ou des animations, liées à l'agence et que je peux faire, tu vois? J'ai aussi été contactée par, l'office du tourisme de Maurice pour faire la promotion des territoires trail. Je suis allée là-bas sur place. Là, dans la même idée, j'ai été contactée par l'office du tourisme de Normandie. Ils m'invitent à venir une semaine, avec un plan, pareil pour faire découvrir les sentiers trail. Ça, j'adore et ça, c'est grâce à mes réseaux sociaux puisque bien sûr le deal, c'est, de communiquer à travers, des réels, des publications et des photos. Mais, le jour où tout ça s'arrête, c'est pas grave. Je veux pas attendre de ça pour vivre et pour moi, je veux que ça reste vraiment un bonus, les des comme on dit, le beurre dans les épinards et pas quelque chose qui soit, nécessaire et je veux pas vivre là-dessus et je pourrais pas de toute façon, ça me correspondrait pas, réfléchir à, «Qu'est-ce que je vais poster demain? Il faut absolument que je poste un truc». Non, en fait, si j'ai rien à dire, je dis rien. Si j'ai des choses à raconter tous les jours, bah, je raconte un truc tous les jours. Mais il peut se passer, une semaine, sans que je raconte rien. Bon, c'est assez rare parce qu'il se passe pas mal de choses dans ma vie, mais c'est pas grave, en fait, tu vois? Je suis pas là en panique parce qu'il faut que je raconte quelque chose sur les réseaux, pas du tout et je sais pas faire. Donc vraiment non, c'est pas il y a pas de programmation de ma part. Maintenant oui, parfois quand on est contacté pour, comme tout ce que je disais en amont, pour faire, des opérations, d'influence, on est obligé, de se projeter un minimum. Donc j'essaye parfois de le faire parce que j'ai pas le choix, mais je t'avoue que j'ai un petit peu du mal, à le faire. Là, par exemple, je vais aller encadrer, un stage, Only Girl, dans le Tarn en mai et là, la personne qui l'organise avec moi arrête pas de me dire: «Faut que tu fasses un post, si, faut que tu fasses un post, il reste 4 places». Mais en fait, à ce moment-là, j'avais pas envie de le faire. Je dis: «Bah, oui, oui, je vais le faire, mais je sais pas quand, mais je vais le faire». Mais tu vois, en fait, pour moi, ça doit pas être quelque chose de forcé, en fait. Ça doit être quelque chose qu'on a envie de faire et c'est en ça aussi quand les jeunes athlètes arrivent dans des teams et sont sponsorisés, sont pas trop, là-dedans et on les force un peu et pour moi, c'est une grosse erreur des marques de forcer les athlètes, parce que quand tu aimes pas ça, quand tu as pas envie de le faire, en fait, ça va pas fonctionner parce que ça va pas être naturel, parce que ça va pas t'apporter du positif
et c'est dommage, je sais pas, nous, je sais que chez ASICS, voilà, on n'est pas du tout forcés à le faire et ça, c'est très bien. Mais j'imagine qu'il y a certaines marques qui poussent un peu les athlètes à le faire et c'est pas évident, je pense, quand c'est pas dans ta nature et que tu pas envie, c'est pas facile. Mais oui, les 100 000 et pardon, du coup, pour la petite anecdote des 100 000, j'ai fait 100 kilomètres le jour des 100 000, 100 K. C'était c'était pas du tout fait exprès. C'était à l'île d'Oléron, c'est vrai, je crois que tu as fait, tu franchi le cap le jour des 100 kilomètres de l'ultra trail de l'île d'Oléron. Justement, alors la transition est parfaite et tu me lances la perche par rapport à ces jeunes que tu côtoies, parce que tu participes aux sélections Trail Elite Factory chez ASICS. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que certains jeunes se trompent de voie ou justement sont aspirés par ces réseaux sociaux au détriment un petit peu de la performance et qu'à un moment, ils savent plus s'ils doivent aller communiquer sur les réseaux pour parler des performances qui souvent ne font pas, et puis qu'on leur dirait plutôt bah, performe et communique après. Bah, ouais, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on demande à un athlète, de tout faire, d'être fort, de s'entraîner, de faire des performances, de communiquer, d'être souriant, d'être agréable, de faire des selfies avec les gens, d'être présent sur le terrain, en amont des courses, après les courses pour faire des podcasts. Tu vois, il y a un peu, aujourd'hui, faut être couteau suisse et ce qu'on on se rend pas compte qu'en fait, gérer des réseaux sociaux, ça peut être du temps quand même parce que, faire une vidéo, faire le montage de la vidéo, parce qu'en plus, pour faire, des images, on n'a pas toujours quelqu'un, qui un caméraman derrière nous pour nous aider, donc ça veut dire prendre du temps à l'entraînement, s'organiser ou alors, demander à un copain, de prendre deux trois rushs quand on est en train de courir. Tout ça, c'est des choses on se rend pas forcément compte quand on regarde sa petite vidéo sur Instagram. Mais ouais, il y a un boulot derrière, qui prend du temps, qui prend de l'énergie. Quand on fait, 3-4 rushs vidéo en courant, bah, on s'entraîne pas de la même manière parce que ça coupe l'entraînement. Donc soit, en fait, on fait ça en dehors de l'entraînement, donc bah, c'est facilement, 2 heures, en plus de l'entraînement. Donc ouais, c'est un job, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des métiers aujourd'hui, qui sont créés de community manager. C'est pas évident de tout faire, donc je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Aujourd'hui, je pense que tous les athlètes ont conscience qu'on peut pas se contenter, d'être sur le terrain, d'essayer de gagner des courses et derrière, de pas rendre le change. Je pense que c'est important, tu vois, d'avoir un je trouve que les athlètes, avec un capital sympathie, simplement dans le partage, quoi. En fait, les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'être dans le partage et venir sur une course, faire sa course et rentrer chez soi à l'arrivée de sa course, c'est pas ce que les partenaires demandent et ça, j'arrive à le comprendre parce que c'est important, et c'est ce qu'on aime dans le trail, en fait, cette proximité, en fait, entre le peloton et les athlètes qui gagnent et je pense que c'est important d'être dans cette mentalité, dans cette philosophie d'être dans le partage et de se rendre accessible. Maintenant, voilà, obliger des athlètes à prendre du temps, pour, se filmer, faire des montages, avoir la bonne parole derrière, c'est compliqué. Donc soit on les oblige et on leur donne les moyens financiers, je sais pas, on met une production, à disposition. Il y a des choses à réfléchir peut-être. Soit on leur demande de faire le minimum. Mais c'est vrai que on en demande toujours plus. Donc pour les jeunes, c'est pas évident de se projeter. Je pense qu'effectivement, il y a des petites erreurs, il y a des jeunes, qui, ne sachant pas faire, vont se lancer à fond dans les réseaux, quitte à peut-être, négliger un peu l'entraînement, c'est à chacun de trouver son juste milieu, mais je pense que c'est aussi aux marques, d'avoir la bonne parole et de rassurer les jeunes, en leur disant, voilà, aujourd'hui, c'est pas problématique, si tu as pas, 100 000 abonnés, mais il faut être dans le partage un minimum, quoi. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Alors j'ai juste une petite question parce que moi je suis ton compte et je vois souvent de magnifiques vidéos sur des chemins où j'ai eu l'occasion d'aller courir par endroits sur l'île de la Réunion. On voit aussi quelques chutes de temps en temps, puisque ça c'est ta marque de fabrique. Toi justement, tu es organisé comment? Parce que tu l'as dit, souvent on voit la vidéo, mais on n'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui te filme, que souvent les plans sont des plans arrêtés qu'il faut reproduire. On va pas cacher aux gens que que c'est pas dans la continuité, c'est des plans qui sont un petit peu, on va dire, scénarisés. Et après, il faut les monter.
Tu quelqu'un qui bosse pour toi sur la réunion avec ça? Alors, non, c'est pas scénarisé, très souvent, en fait, maintenant j'ai un drone. Donc tu vois, des fois, je le lance et puis je continue à m'entraîner et je laisse le drone, me suivre. Mais c'est pas des choses que je vais refaire et refaire et refaire. Moi, j'aime bien justement quand c'est spontané et si je me tords la cheville ou si je chute, bah, c'est pas grave. Et après, j'ai un super copain qui adore ça et en fait qui s'amuse à me filmer. Et d'ailleurs, bah, c'est grâce à lui que hier j'ai fait une grosse chute et il s'amusait à me filmer et je suis tombée, c'est à coup du hasard, pile au moment où il me filmait, mais je savais même pas qu'il était en train de me filmer derrière. Donc, ouais, moi j'ai la chance d'avoir des amis des fois qui ils savent que je suis contente des fois de récupérer des petits rushs à droite à gauche et qui me donnent des coups de main en fait pour ça. Et sinon, je me débrouille. Maintenant, avec mon drone, c'est vrai que c'est super pratique. Je le lance, je fais trois quatre rushs et puis ça suffit. Mais j'essaye en fait de l'intégrer directement dans mes entraînements et de pas sortir du temps spécifiquement pour ça parce que c'est trop long en fait. Et après, ouais, c'est moi qui fais tous mes montages. Je suis complètement autonome à ce niveau-là. Et ouais, c'est du temps passé. Après maintenant, avec les applications, c'est très bien fait et quand on a l'habitude et quand on maîtrise l'outil, ça peut aller très vite. Et si on n'est pas trop pointilleux et si on n'est pas là à vouloir faire des modifs, à vouloir rajouter moi j'aime bien aussi ce qui est spontané et c'est vrai que je passe pas 3 heures, s'il y a des imperfections et bah, c'est pas grave, je dis: «Bon, vas-y, c'est bon, ça va passer». Mais après voilà, il y a trouver la bonne musique, moi j'aime bien aussi, mettre des petites descriptions donc ouais, c'est un peu de temps passé mais j'aime bien le faire moi-même parce que, je trouve que, quand c'est fait soi-même, on garde son petit truc à soi et son authenticité et pour moi, c'est important de garder ça. Et puis en vrai, ça m'amuse. Ça m'amuse vraiment de le faire, pour moi, je prends ça comme un loisir, autant, de faire, voler mon drone, dans des endroits magnifiques parce qu'il y a des fois, je suis en train de courir et je me dis: «Tiens, j'aimerais tellement avoir, une caméra à la place de mes yeux pour pouvoir montrer aux gens, ce que je vois» parce que c'est tellement beau que tu as envie de montrer à la terre entière, «Venez voir La Réunion, c'est juste incroyable». Donc ouais, pour moi, ça reste un plaisir et jamais comme une contrainte. Par contre, voilà, faut avoir du temps derrière et c'est sûr qu'il faut avoir, conscience que ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais j'aime ça, moi ça me plaît. Alors tu l'as dit aussi, tu participes, à la promotion du territoire de La Réunion. On te sollicite, jusqu'en Normandie pour y aller. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette médiatisation de la discipline, hem, toutes tes émissions que tu fais depuis, quelques années, puisque tu as participé à Emotion Trail, qui avait été créé, notamment avec, Antoine Bonnefille et dont tu as pris la suite. Aujourd'hui, tu participes à une nouvelle émission qui s'appelle, Trail Discovery. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je vais être un petit peu cru, volontairement, te provoquer, mais est-ce que c'est d'abord pour mettre en avant, des partenaires, des partenariats, des gens qui investissent, dans ces médias-là? Ou est-ce que c'est vraiment pour promouvoir le sport et te dire qu'à un moment, l'idée c'est d'aller chercher un nouveau public, d'attirer des nouveaux pratiquants? Alors non, c'est pas du tout pour mettre en avant des partenariats, pas du tout. À la base, le projet, il est parti, comme tu le disais, avec Antoine, qui était le présentateur de cette émission, d'une volonté, d'une émission de trail, pour parler de la discipline. Parce que c'est l'époque où, la discipline était vraiment en plein essor. Pas autant qu'aujourd'hui, mais voilà, on entendait encore un peu plus parler. L'idée, c'était de mettre en avant des territoires, de mettre en avant des têtes d'affiche et des personnalités de la discipline et en plus de ça, d'apporter une petite touche conseil. À l'époque, la l'émission était scindée en plusieurs rubriques et moi, à l'époque, Antoine et la production m'avaient contactée pour prendre, en charge la rubrique conseil. Je trouvais que le challenge était motivant parce que, ça me sortait, de ma routine, c'était encore quelque chose que j'avais pas fait et ouais, l'idée d'apporter, ma petite, mon petit truc à l'émission me plaisait bien donc j'ai accepté le challenge même si passer enfin derrière les caméras, c'est un exercice qui est pas évident. Au début, je flippais à fond. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise.
Mais ça permet aussi de gagner en assurance, hein, de faire ce genre de choses, de confiance en soi ça apporte beaucoup personnellement. Donc l'idée, ouais, c'était ça. Après, c'est vrai qu'Antoine, a quitté le projet pour d'autres projets, pour d'autres, choses personnelles. Moi, j'ai pris la direction, de la présentation, dans son intégralité on a d'un épisode scindé en 4, rubriques, c'est passé à un épisode à 50 minutes qui nous a amené, découvrir à la fois un terrain de jeu et une personnalité. Donc on est allé au Népal avec Dawa Sherpa, on est allé en Écosse avec Xavier Thévenard, on est allé au Québec avec Lucie Jamsin. Et en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette émission, là, elle a un petit peu changé avec Trade Discovery, et c'était aller chercher au plus profond de la personnalité, parce que on les connaît ces gens-là en tant que sportifs, mais beaucoup moins en tant que personnes. Et nous, en fait, l'idée, c'était d'aller un peu chercher ce qu'il y avait au plus profond d'eux, ce qui les motivait à se dépasser, comment ils s'organisaient dans leur vie. Voilà, il y avait d'autres choses, des interviews un peu plus personnelles que j'aimais mettre en avant. Et voilà, cette mise en avant de personnalité me plaisait bien. Et puis après, on allait découvrir des endroits. On est parti aussi en Albanie avec Thibaut Barognan. On a découvert des pépites d'endroits, on avait un drone, enfin, et faire voyager les gens, qui n'ont pas la chance de voyager, aller explorer des terrains de jeu, mettre en avant les territoires, j'ai trouvé ça génial. Après voilà, faire une émission comme ça, c'est un budget. Les caméramans, les monteurs derrière, il faut les payer. Moi, j'ai toujours fait ça, par plaisir. J'ai jamais été rémunérée. C'est simplement, c'est pris sur mon temps mon temps de travail, en fait. Enfin, je pose pas de congé, évidemment, puisque Iron est partenaire de l'émission. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de garder, c'est une volonté, de garder cette émission vraiment par plaisir. Mais par contre, voilà, les caméramans, la production, tout ça, il faut les payer, et c'est des coûts assez conséquents. Donc ça veut dire, chercher des partenaires, pour, financer ces projets. Donc évidemment que, on associe des partenaires à cette émission, mais en tout cas, c'est plutôt dans ce sens où les partenaires nous permettent de faire vivre l'émission que l'inverse. D'ailleurs, on les met pas en avant plus que ça, si c'est dans le générique de fin, au départ aussi de l'émission, parce qu'on est obligé de les mettre en avant quand même. Mais c'est vraiment pas facile, de trouver des sponsors, pour, des émissions comme ça, parce qu'il y a pas de retombées directes en termes, commercial, quoi. Je pense que c'est très compliqué pour une marque d'évaluer, les bénéfices, en fait, d'un tel partenariat. Donc merci encore aux partenaires qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent encore aujourd'hui avec Trade Discovery, puisque Emotion Trail aujourd'hui est devenu Trade Discovery. On a changé le nom et on a changé un tout petit peu le concept pour, alors là, pour le coup, c'est amener une personnalité qui, à la base, n'est pas sportive, le challenger ou la challenger, heu, sur une course de trail. Donc j'ai eu la chance d'amener Félix Radu sur une course, à Maurice en juin dernier. Le pauvre, il en a bien bavé. Et on est parti au Kenya, en début d'année. Là, pour le coup, on n'a pas amené d'invités. On a tourné l'épisode un petit peu différemment parce que le budget était déjà assez conséquent. Ouais, on est obligé de modeler aussi, les épisodes en fonction du budget, que ça prend. Mais voilà, je suis très contente que l'émission, elle puisse, continuer, et ça, c'est grâce aux partenaires et grâce, aussi à la production qui tire les coûts, du mieux possible, pour que bien sûr, ils rentrent dans leurs frais, mais voilà, c'est pas des grosses rémunérations non plus. Et voilà, moi, j'ai à cœur, que ça continue, donc c'est vrai que je le fais, sur mon temps de travail, et ça me va très bien parce que je trouve que mettre en avant la discipline, c'est chouette. Alors on l'a compris, tu es, multi-activités, à la fois, chez Iron, chez ASICS, athlète, présentatrice, parfois présentatrice de conférences aussi. Aujourd'hui, tu as, on le sait, plus la pression financière. Tu es assise sur un CDI qui te sur un certain confort. Tu gagnes suffisamment bien ta vie, j'imagine. J'ai ressenti tout à l'heure quand tu le disais, tu as plus non plus de pression vraiment sportive. Tu as à peu près tout gagné, tu as fait tous les podiums, les plus grandes courses du monde. Tu as plus forcément non plus, tu me dis le contraire si je me trompe, mais d'une pression médiatique forte. Tu as 100 000 personnes qui te suivent, tu es pas non plus en recherche de notoriété. Tu l'as aujourd'hui, les gens te connaissent, tu es une personnalité, forte du monde du trail.
Aujourd'hui, quelles sont tes motivations justement pour aller à nouveau épingler des dossards? On sait que tu es animé par la passion, mais est-ce que tu arrives encore à trouver une motivation quand tu as fait, plusieurs fois les mêmes courses et quand tu as sillonné, tous les sentiers de la planète? Bien sûr, ouais, moi, tu sais, les dossards, c'est une excuse pour aller, explorer des terrains de jeu que je connais pas, pour aller, partager un moment avec, des gens que je connais pas et que je vais rencontrer, pour, vivre des émotions parce que, qu'on soit devant ou derrière, sur une course ultra, on vit des émotions, qu'on on vit, pas autrement. On passe des rires aux larmes, on est confronté à se challenger, à, aller chercher au plus profond de nous-mêmes. Une course comme la Diagonale des Fous, elle est tellement dure que, sans parler de chrono ni de classement, déjà la terminer, c'est pas évident et moi je suis admirative de toutes les personnes qui arrivent au bout de ce chantier, même ceux qui mettent 60 heures. Donc moi j'ai jamais couru pour la gagne, j'ai jamais, couru, pour aller, chercher des podiums, j'ai jamais couru pour des résultats ou des chronos. J'ai couru pour, enfin je cours toujours pour des choses très 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 personnelles, des choses que je ressens, des émotions, ce que tu ressens dans l'effort, est noble et agréable, et c'est simplement se sentir vivant dans la difficulté, voir un peu comment on va s'en sortir, un peu flirter avec ses limites. Moi, c'est ce que j'aime et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de prendre beaucoup de dossards et j'ai toujours envie d'en prendre parce que c'est ce qui m'anime et tu partages toujours des super moments, tu vois? Encore à Oléron, tu te rends compte, en une journée, j'ai découvert un territoire. J'ai fait tout le tour d'un territoire, 100 kilomètres. J'ai rencontré des authentiques, les gens qui habitent sur l'île, ont été super accueillants, d'une gentillesse, il y a quelque chose que j'ai rencontré que je connaissais pas encore et c'est ça que j'adore en fait, c'est ces découvertes à chaque fois et c'est ce qu'on va chercher au plus profond de soi et même si on refait, les mêmes courses, même si on se dit: «Bah oui, en fait, ça je le connais déjà, faire 100 kilomètres», mais chaque course est différente et je crois qu'on apprend, à tout âge et on a encore, même si au bout de 20 ans, tu accroches toujours des dossards, tu as encore à apprendre sur toi et ouais, tu je enfin, c'est super important d'aller chercher le plaisir. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime, avant tout, c'est le plaisir et c'est vrai que je dis beaucoup aux gens, qui parfois me demandent des conseils. Je dis: «Avant tout déjà, savoir pourquoi on fait les choses». Parce que quand tu es sur un ultra et que, tu es dans la difficulté et que c'est facile de mettre le clignotant, c'est facile aujourd'hui d'abandonner une course, hein et d'abréger ses souffrances. Mais si tu sais pourquoi tu mets pas fin à tes souffrances, tu vas au bout et ce qu'il y a, c'est que sur une course de 160 kilomètres, il y aura forcément des souffrances à un moment donné. On peut pas faire une course de plus de 100 kilomètres sans douleur, sans subir, sans avoir des coups de mou. C'est utopique de penser que qu'on va finir à une Diagonale des Fous, avec le smile jusqu'au bout, sans avoir mal. Donc je pense que quand tu es préparé et quand surtout, tu sais, ce qui va te faire aller au bout sur cet objectif précis, tu vas aller au bout et tu vas pas mettre le clignotant, aussi facilement. Donc ouais, le plaisir et le savoir pourquoi on fait les choses, il est hyper important, je pense, pour durer et pour avancer dans cette pratique et moi, c'est vrai que depuis toujours, le plaisir, d'aller, même m'entraîner, hein, c'est vrai qu'on me demande souvent: «Mais comment tu fais pour, toujours avoir envie?» Bah, en fait, c'est juste que j'ai besoin. C'est juste que quand j'y vais pas, qu'il me manque quelque chose dans ma journée et j'ai besoin de ce petit défoulement et moi, c'est plus les jours de repos que j'ai du mal à caser. Mais ouais, je vois beaucoup d'athlètes, qui se mettent la pression sur l'entraînement et qui partent faire des séances, la boule au ventre presque, parce que, ils vont pas réussir à atteindre les objectifs. Après, je pense que le coach a un rôle très important aussi, hein, pour ces personnes-là. Parce que c'est au coach de fixer des objectifs ambitieux, de savoir accompagner l'athlète. C'est pas c'est Il faut savoir respecter l'objectif, d'un athlète
et pas c'est pas l'objectif du coach et je pense que c'est l'accompagnement du coach est super important et si, la personne, se surentraîne ou si les objectifs sont pas à la hauteur, il y a un moment donné, il y aura un décalage et le plaisir sera plus là et j'en vois beaucoup, aller s'entraîner la boule au ventre et sans envie. Pour moi, tu peux pas durer, si tu vas t'entraîner, forcé, contraint et sans envie, quoi. Alors tu l'as dit, l'abandon parfois facile, de mettre le clignotant et de rendre son dossard. Toi, on le disait en début de podcast, plus de 160, dossards pris, 3 abandons sur blessure, donc jamais d'abandon, par, plus envie. C'est d'ailleurs ce qui te caractérise aussi, hein, moi qui suis souvent sur les bords des chemins, on sait que quand Sylvaine, elle est dans le peloton, Sylvaine, elle est à l'arrivée dans plus de 99 des cas, donc 98 on va dire à peu près, ça fait. Donc on sait que tu es une valeur sûre, donc même si tu es 15, 12e, tu vas finir souvent, proche du top 5 ou même mieux. Est-ce que toi, et tu en parlais tout à l'heure, de ce côté d'accepter la souffrance, parce qu'il faut accepter la souffrance sur des longues distances. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que femme, mais aussi dans les personnes que tu côtoies à côté de toi, tu penses que les femmes sont plus résistantes à la douleur et ont un mental plus fort pour se battre dans les trails? Je sais pas si c'est une question de sexe, homme, femme. Je pense que c'est une question de personnalité avant tout. On n'est pas tous égaux, face à la douleur. On n'est pas tous égaux face, à la faculté de pousser la douleur, loin et je respecte tout à fait les gens qui n'ont pas envie, en fait, de se faire mal. Des fois, on nous pose la question, nous les ultra-trailers: «Mais pourquoi s'infliger autant de souffrance?» Bah, parce que si on le fait, c'est qu'on trouve du plaisir, en fait, là-dedans. Sinon, on le ferait pas. On trouve du plaisir dans la douleur et je comprends, que certaines personnes n'aient pas envie, de faire ça, en fait. À chacun de trouver son truc, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment forcément féminin, mais ce qui est sûr, c'est que, les femmes, vont peut-être, moins facilement mettre le clignotant, peut-être une histoire d'ego, moins d'ego, les hommes, on le voit, quand on est en course, et les hommes n'aiment pas se faire, dépasser. En général, ils vont pas trop accepter, donc ils vont nous redoubler et ça va durer, le jeu comme ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils lâchent et nous, on va garder notre petit rythme en fait, sans s'affoler parce que c'est pas grave en fait, si on est un peu plus loin, nous notre objectif, presque c'est de terminer, d'aller au bout de notre truc. Mais je pense qu'on est peut-être un peu moins, dans l'esprit de compétition, les femmes. Alors certaines le sont, sûrement plus que d'autres quand même, mais j'ai l'impression qu'on est plus, sur cette problématique-là plutôt qu'une histoire d'hommes et de femmes. Après oui, j'ai entendu pas mal de choses sur les femmes, elles mettent au monde, elles souffrent beaucoup en mettant au monde les enfants, peut-être, mais ouais, les femmes, on voit qu'en termes d'entraînement, moi je vois quand je cours avec des gars, nous on arrive à être régulières, longtemps alors que, les hommes, ça accélère, ça ralentit, ça accélère. Moi, j'aime pas courir avec les hommes parce que c'est jamais régulier, quoi et on n'a pas vraiment la même façon de courir et puis après, peut-être que, ouais, il y a une histoire certaines personnes et peut-être plus d'hommes, préfèrent, arrêter plutôt que de finir à une place, qu'ils auraient pas forcément voulu. C'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un qui vise un top 10 et qui termine 50, ben, on va se dire: «Ben, en fait, je préfère mettre le clignot et je passerai pas la ligne d'arrivée 50e», tu vois? Je sais pas trop ce qui se passe dans la tête des gens, tu vois? Puis après, ça appartient à tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. En vrai, on n'est pas là, pour jouer nos vies et surtout, on n'est pas là pour se juger, l'important, c'est, de faire ce qui nous fait du bien et tant que ça fait pas de mal aux autres, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est rigolo les différences de point de vue, en fait, face à la compétition et face au dossard. On va rester dans ce domaine des femmes. Tu es quelqu'un de moderne, une femme connectée, une femme élégante, une femme entrepreneuse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens quelque part un rôle d'ambassadrice de ces femmes qui parfois ont pas envie d'aller courir seules, des fois qui osent pas se lancer sur un ultra et qui viennent te voir en disant ah, comment tu fais, quels conseils tu peux me donner. Parce que c'est vrai que tu coches un peu toutes les
case d'une femme aujourd'hui dans l'ère de son temps? Alors je m'en rends pas compte forcément, mais c'est vrai que je reçois de temps en temps des messages de femmes, sur les réseaux sociaux et pas plus tard que ce matin, tu vois? Une réunionnaise qui m'a écrit parce que hier j'ai fait une belle sortie dans un grand bassin et elle me dit: «Oh si, si, ah j'aimerais bien être comme toi, mais j'arrive pas à partir courir seule, j'ai peur, ça fait envie de faire des sorties comme toi, mais j'y arrive pas». Du coup, je lui dis: «Mais en fait, ouais, tu pourquoi? Pourquoi?» Bien sûr, il faut y aller prudemment parce qu'il y a des endroits à La Réunion, voilà, s'il t'arrive quelque chose, tu es un peu seul au monde. Donc il faut être prudent. Il y a des endroits où il faut faire attention. Enfin, quoique à La Réunion, il y a pas d'endroits qui sont mal fréquentés, mais ouais, moi j'hésite pas à leur dire aux femmes: «Mais en fait, je suis pas un cas à part et tout le monde peut le faire». Il faut juste se donner les moyens, il faut se lancer, il faut oser et quand on me questionne sur le sujet, ouais, j'aime bien, rassurer les femmes et leur dire: «Mais, allez-y, essayez» ou même on dit souvent, «Pourquoi il y a pas, beaucoup de femmes, sur l'ultra?» Et c'est vrai que quand tu prends les pourcentages, il y a parfois, 10 de femmes, uniquement, sur les courses ultra. Pourquoi? Peut-être que les femmes ne se sentent pas à la hauteur, ne se sentent pas capables d'eux, alors qu'elles en sont, complètement capables. Évidemment, il faut se donner les moyens, évidemment, il faut s'entraîner, il faut avoir une préparation physique, il faut avoir une préparation mentale, il faut savoir dans quoi on se lance, mais tout le monde est capable, en se donnant les moyens et je pense il faut arrêter de se dire, «Je sais pas faire, je peux pas faire» ou «Je n'en suis pas capable» et je pense que peut-être qu'effectivement, il y a encore un petit travail à faire et moi, je suis très contente, si je peux être, aider, ces femmes-là ou si je peux être, un exemple ou une ambassadrice. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis complètement épanouie, dans ce sport et oui, j'ai pas peur de partir, me faire une sortie la journée toute seule. Parce que je dis toujours, si on attend toujours les gens, pour faire des choses, on fait plus rien et puis voilà, il faut se lancer, mais c'est très bien. Si moi, je suis la 1re à vouloir partager et à répondre, à pousser les filles dans ce sens. Tu vois, on a encadré, j'ai encadré des journées, trail à La Réunion et là, je vais encadrer un stage trail, avec que des filles et c'est le message qu'on va passer, enfin que je vais faire passer et si on me questionne, bah, bien sûr les filles, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que quand j'ai encadré une journée trail à La Réunion, le lendemain, il y a une fille, qui a pris son premier dossard et qui m'a dit: «Bah, merci, je me suis lancée, j'ai pris mon un dossard, j'ai fait 10 kilomètres, j'ai adoré, merci parce que ça m'a» là, il y a eu le déclic et trop bien, en fait. Si ça peut, déclencher, des envies, des déclics, ou redonner confiance, tant mieux. Mais c'est vrai que je me rends pas forcément compte de tout ça parce que je le fais naturellement et que, bah, pour moi, tout le monde est capable, en fait et pas moi plus que n'importe qui. Du coup, je ne me rends pas compte, mais quand je reçois des messages, comme ça, ça me fait plaisir et je tire les gens vers le haut, quoi. J'espère que ça donnera, envie, à d'autres femmes de suivre cet exemple que tu viens de nous citer et que tu continueras à véhiculer cette image, positive. On va parler d'un autre sujet puisque le temps passe et je savais qu'on n'allait pas s'ennuyer, que tu avais beaucoup de choses à raconter. Mais, le trail et l'approche écologique qui aujourd'hui est souvent au cœur des débats, je trouve parfois peut-être même un peu trop, où on positionne, souvent l'athlète ou la personnalité publique, qui est tout de suite accusée, où on lui demande tout de suite son pédigré de combien elle fait de déplacements dans l'année, avec quel moyen de transport, dès qu'on l'interroge. Tu as fait le choix d'habiter à La Réunion, tu nous l'as expliqué. Tu es contrainte, comme tous les Réunionnais qui veulent se déplacer hors de l'île, de prendre l'avion, c'est le seul moyen. Aujourd'hui, comment tu assumes, cette pression écologique, cette pression carbone? Alors comme tu le dis, le mot pression, il est assez juste. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est au cœur des débats, surtout dans le trail, enfin de manière générale, hein. Je pense qu'on a tous conscience, de la problématique. On peut pas le nier. On voit qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Maintenant, c'est facile, de juger, je trouve ça triste, en fait, aujourd'hui,
que les gens, se jugent les uns les autres, sans connaître, la vie des gens, de pourquoi ils font, ces choix, avant même, de s'occuper de leur propre vie. Et on est, c'est vrai, de plus en plus dans ce jugement, permanent qui fait que quand on est amené à voyager, on est dans une culpabilité, heu, qui est pas agréable, en fait. Et oui, moi, je vis, à l'île de la Réunion. J'ai fait ce choix. Alors peut-être un choix égoïste à l'époque, et pour moi qui a été nécessaire, pour être mieux dans ma vie. Aujourd'hui, ça m'oblige effectivement, ben, à prendre beaucoup plus l'avion qu'avant. Depuis 4 ans, je prends beaucoup plus l'avion, mais je fais des efforts sur d'autres choses. Et je pense il faut tous se respecter les uns les autres et se dire qu'en fait, on a tous conscience du problème, et chacun, essaie de faire les efforts, là où il peut. Chacun fait ce qu'il peut, quoi. Moi, j'aime bien dire ça. Et si, ceux qui voyagent, bah, voilà, ils vont faire d'autres efforts ailleurs. Il y a pas que, l'empreinte carbone, c'est pas que les voyages. Il y a beaucoup de choses, dans l'empreinte carbone. Et c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'on fait un focus sur, les voyages, sur l'avion. Nous, on en parle souvent aussi avec les copains, parce qu'aujourd'hui, quand tu compares, les prix, des billets de train et des billets d'avion, parfois, c'est fois 3 un billet de train pour mettre 3 fois plus de temps. Donc la problématique, elle vient aussi, de tout ça. Donc je pense que voilà, le sujet, il est bien là. C'est assez violent, comme les gens, sont là à se juger les uns les autres. Et c'est vrai que j'essaye de faire au mieux, tu vois, quand je fais des déplacements, en métropole et que je suis amenée à quitter La Réunion, prendre l'avion, j'essaye de partir pour au moins, 4 ou 5 événements. Là, je suis revenue pour l'Eco-Trail de Paris. Il y avait le stage, ASICS Minorque. J'ai fait l'Ultra Trail d'Oléron. J'en profite pour aller, une semaine, travailler dans les bureaux d'Iron. En même temps, je vois la famille, voilà. Déjà, je prends pas l'avion pour mes vacances. C'est pas pour à titre personnel, c'est pour le travail, et c'est pour des événements qui sont liés à mon travail. Ça fait un certain temps que j'ai pas pris l'avion pour mon propre loisir. Et après, j'essaye de m'organiser du mieux possible. Alors des fois, ça se goupille pas bien, et des fois, ouais, je culpabilise et je me dis: «Oh là là, ça fait beaucoup de déplacements», mais je fais comme je peux. Et il y a des déplacements qui sont incompressibles, et qui font que oui, je suis sur une île et que je peux pas traverser, à la nage. Donc je suis amenée à prendre l'avion. Mais voilà, j'essaie de faire du mieux possible, et à réfléchir dans la globalité. Et ouais, c'est assez violent, ce qu'on peut lire, sur les réseaux, et puis ce qui est triste, c'est de devoir tout le temps se justifier, en fait. Tu as l'impression que, les gens, font des listings de tes déplacements et ils sont plus au courant, que toi, de là où tu es allé, sur l'année. Ça me choque beaucoup, en fait. Fut un temps où, je prenais le temps de répondre. Maintenant, je suis amenée à me dire: «En fait, à quoi bon répondre?» Parce que c'est des gens qui vont toujours aller, chercher, à faire culpabiliser, à faire du mal. Parce qu'il y a ce sujet de l'écologie, mais il y a d'autres sujets, voilà, il y a des gens qui sont spécialistes pour aller titiller, là où ça peut faire mal. C'est dommage parce que je trouve qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Et moi, je vois les réseaux sociaux comme du positif, et pour, apporter, de la bienveillance, du soutien, des sourires, des belles choses, plutôt que d'être là à se juger les uns les autres. Mais oui, quand on habite sur l'île de la Réunion, c'est une vraie problématique, et il faut essayer d'anticiper au maximum et d'y faire du mieux possible. Est-ce que c'est le revers de la médaille aussi d'être, une personnalité publique, d'être, exposé médiatiquement, que finalement de devoir prendre ces coups quelque part, gratuits? Si je dis ça, c'est eu égard aussi à beaucoup de personnes qui sont parfois athlètes, j'en connais, toi aussi sans doute, qui communiquent sur, une certaine, virtuosité de leurs déplacements, mais qui en fait cachent aussi, d'autres déplacements, pour pas se faire taper dessus, ou aussi, bah, tout simplement le monde professionnel ou des gens qui au quotidien, sont non seulement parfois abusent, on va pas dire le contraire, mais sont aussi contraints de voyager pour leur travail, mais n'ont pas cette exposition médiatique parce que même certaines entreprises leur interdisent de communiquer là où ils sont pour éviter ça. Est-ce que vous sentez que finalement parfois le trail running est un petit peu la cible gratuite? C'est marrant quand tu dis ça, ça me fait penser à l'époque du covid.
quand, les gens allaient courir, ils étaient dans leur nature tout seuls et se permettaient, d'aller quand même courir. Et à l'époque, c'était sur Strava, ça jugeait, c'était violent, les remarques, et les athlètes, de haut niveau, avaient coupé leur Strava. Ça me fait penser à ça. Oui, évidemment, nous, c'est des sujets qu'on a entre athlètes, et je sais qu'il y a des athlètes qui cachent, certains déplacements, qui cachent certains voyages. Moi, je j'ai pas envie d'en arriver là, je trouve ça dommage, en fait. J'ai envie de rester moi-même, et j'ai envie de juste faire comprendre aux gens que faut arrêter de se juger et qu'on fait tous ce qu'on peut. Personne n'est parfait, en fait. Donc on a tous des choses qu'on pourrait améliorer, des points où on n'est pas à l'aise parce qu'on sait que, on pourrait faire mieux. Mais ouais, non, moi, j'ai pas envie d'en arriver là, mais c'est vrai que, tu te dis: «Bah, évidemment, la personne, si j'avais pas, publié ça, on m'aurait pas embêté», et ça te passe à travers la tête de dire, «Bah, je vais tout couper», mais c'est dommage parce que, la mise en avant, elle est faite pour le partage, elle est faite pour justement, comme je le disais juste avant, la bienveillance et le positif. Donc oui, on pourrait faire le choix de se dire, «Je fais silence radio, pendant, 4 mois, comme ça je fais ce que je veux», mais en fait, non. Moi déjà, d'une part, j'ai envie d'assumer, mes déplacements, et d'autre part, j'ai envie aussi qu'il y ait une prise de conscience que, ouais, on n'a pas tous la même vie, ouais, il y a des fois, on n'a pas le choix. On est des athlètes, on vit de notre sport, on peut pas rester toujours dans la même région. On a des obligations d'aller courir sur des événements, de sortir du territoire, et parfois, on s'en passerait bien, mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix, et puis ça fait partie du job, en fait. C'est les contraintes qui sont associées. Alors, évidemment, c'est pas des contraintes désagréables, d'aller voyager, mais c'est quand même des contraintes qui sont à notre pratique. Mais évidemment, c'est lié à la mise en avant, et évidemment que la plupart des gens, qui critiquent, probablement, sont pas exemplaires, et probablement, cachés dans leur coin, ils font des choses, que peut-être nous on ferait pas, ou qu'on pourrait être amené à critiquer. Mais jamais il me viendrait à l'idée, d'aller critiquer quelqu'un, enfin, je vais même pas voir, en fait, ce que font les autres. Je me dis que chacun fait ce qu'il veut, et chacun a une conscience, et fait du mieux possible, simplement, en fait. Mais évidemment, c'est la contrepartie d'une mise en avant, et qu'on accepte ou pas, et si on l'accepte pas, ben, on refuse la médiatisation, et puis on se coupe des partenariats, et puis, on change de job, quoi. Il y a une prise de conscience au niveau des partenaires. Tu l'as vu évoluer toi en parce que c'est vrai que cette prise de conscience écologique, elle n'est pas nouvelle, mais elle est quand même accélérée depuis, on va dire, les années covid. Est-ce que tu as senti, toi qui es notamment toujours avec le même partenaire depuis 12 ans, ton équipementier ASICS, vous insufflez un discours différent? Ouais, on le voit chez les marques de manière générale parce que, déjà, on le voit dans la conception des produits. C'est vrai que moi, en étant au marketing chez Iron, on est amené à bosser avec les marques et à parler des contenus, de leur conception, et cetera, et c'est vrai que de plus en plus, c'est des arguments marketing maintenant. Dire, la chaussure, elle est conçue avec, des matériaux, hem, écologiques, et cetera, dans des conditions, voilà, c'est un argument, marketing, alors que ça ne l'était pas avant. Ça, c'est évident. Donc il y a une prise de conscience, je pense, à ce niveau-là, au niveau des marques, au niveau, production. Et après, bien sûr, c'est des problématiques, des sujets qu'on aborde en stage, ou quand on est amené à échanger directement sur nos plannings de saison pour essayer de faire au mieux. Maintenant, les marques ont conscience, comme nous, qu'il y a des déplacements qui sont incompressibles et qu'on peut pas éviter. On essaye de s'adapter au mieux. Tu vois, on était à Minorque, pour le stage début de saison. Minorque, c'est une île. La plupart sont venus en avion. Il y a une toute petite partie de l'équipe qui est allée en bateau, qui a payé 3 fois plus cher et qui a mis 3 fois plus de temps. Mais voilà, ils sont restés, et j'admire parce que, tu vois, ils restent sur leur ligne de conduite, de se dire: «Je vais y aller en bateau». Mais n'empêche que, voilà, le stage de regroupement était à Minorque, j'ai vu que Salomon, c'était en Corse. Voilà, c'est des problématiques qu'on prend évidemment en compte, mais on est obligé, quand même, ben, on n'est pas irréprochable, et oui, on n'est pas parfait, et les athlètes viennent, aujourd'hui chez ASICS, on est quasiment 50 athlètes.
qui on vient du monde entier, hein, Espagne, Finlande, Suède, voilà, donc évidemment pour se regrouper, on est obligé, si on fait le bilan carbone de tous les athlètes, il sera pas bon, évidemment. Mais oui, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même des réflexions, de manière globale, pour chaque marque. Alors on va continuer dans un côté un petit peu plus positif, pour terminer ce podcast. Je te remercie encore d'avoir accepté. Si je te dis et les gens ne voient pas, mais là, tu es à l'écran devant moi et si je te dis souriante, fidèle, battante, attachante, sincère, disponible, dure au mal, est-ce que tu considères que ces mots te qualifient et lequel retiendrais-tu en premier? Alors c'est très flatteur. Merci pour ces qualificatifs. Ouais, j'ai à cœur, d'essayer de tendre vers ces valeurs. Après, comme on le disait juste avant, on n'est pas parfait, on a nos défauts et dur au mal, ça veut dire aussi un peu têtu, ça veut dire borné, ça veut dire, parfois, tu sais quand, comme par exemple quand j'ai fini à Diagonale des Fous avec une, fissure du péroné, je me suis fait un peu juger. On m'a dit: «Mais tu donnes pas un bon exemple, tu prends pas soin de ton corps» et cetera. Après, c'est des choix perso que je fais. On est tous, maîtres de notre corps et on fait ce qu'on veut de notre corps. Mais, c'est pas l'exemple que j'ai voulu donner. Mais voilà, derrière, ces jolis qualificatifs, on peut aussi y voir, des choses, des défauts, quoi. Mais ouais, j'essaye de tendre, vers cette personne, du mieux possible en tout cas. Je sais pas lequel me qualifierait le plus, je suis un peu un mélange de tout ça, on va dire, avec tous mes défauts qui vont avec, hein, quand même. Je suis pas parfaite du tout. Alors, si on allait plus loin, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ta carrière, plus de 160 de course et aussi de ta personne, de Sylvaine Cussot? Les 2 cumulés, tu aimerais que dans quelques années, les gens disent quoi de toi? Bah, les gens diront, ce qu'ils ont envie de dire. On maîtrise pas, on n'est pas dans la tête des autres et moi, je fais pas les choses, pour plaire ou je fais pas les choses, pour que les gens, me voient comme quelqu'un de bien. Je fais les choses parce que ça me paraît être, les choses bien au moment où je les fais et sans forcément faire attention à l'image que ça va dégager. Donc ouais, je pense que spontanée, j'aime bien les gens authentiques et je pense être quelqu'un d'authentique. Et puis, le partage pour moi est super important. Je fais ce sport, pour toutes les valeurs qu'il y a autour, qui sont, ouais, rattachées au partage, au plaisir de l'effort, la découverte, aller chercher ses limites, tout ça et c'est vrai que, c'est des valeurs, dans le sport, mais aussi dans la vie de manière générale et ben, tant mieux si les gens, retiennent, des choses comme ça. Après voilà, encore une fois, on n'est pas dans la tête des gens et on fait pas les choses, pour plaire aux autres. Même si, c'est toujours plus agréable, quand on dit du bien et quand on sent qu'on plaît aux gens. On est tous pareils, on aime bien recevoir des compliments, c'est toujours plus agréable que se faire critiquer. Mais écoute, oui, c'est moi je par rapport au sport, avant tout, le partage, qui m'anime et le plaisir. Je crois que le plaisir, c'est si j'ai pas de plaisir, je fais rien et que ce soit le travail, dans mes relations amicales, dans mon sport, et c'est pour ça qu'on me demande tout le temps: «Pourquoi tu es toujours en train de sourire?» Bah, parce que je me sens bien, je suis heureuse, je fais des choses qui me font plaisir et en tout cas, je les fais avec passion et ça me donne le smile et quand tu donnes le smile, tu reçois un smile donc c'est contagieux. C'est vrai, vaut mieux sourire que faire la gueule. Aujourd'hui, tu l'as dit, donc je me permets de le redire, tu as passé la quarantaine, fraîchement. Aujourd'hui, tu es plutôt sur, sans doute, une fin de carrière. Comment tu imagines, Sylvaine Cussot en 2030? C'est-à-dire, c'est à la fois loin, mais c'est juste dans 5 ans maintenant. Tu te vois comment? Aujourd'hui, c'est vrai que tu aspires peut-être à avoir une vie de famille, à être maman, je sais pas? Alors j'ai vraiment du mal à me projeter. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vis d'opportunités, de feeling, de rencontres, de coups de tête, d'imprévus. Je me laisse porter par la vie. Moi, je dis toujours la vie, c'est un tourbillon. Soit on se laisse, porter dans le tourbillon,
Soit on en sort et on rentre un peu dans des cases. J'ai toujours refusé de rentrer dans ces cases. Aujourd'hui, c'est pas parce que je suis, célibataire sans enfant, en coloc, avec un job qui me fait bouger à droite à gauche, que je suis malheureuse. Bien au contraire, c'est un choix de vie que j'ai fait, un choix de vie qui est assumé, qui m'a effectivement amenée à, sortir des cases. Mais je suis très heureuse et peut-être que dans 5 ans, je serai mariée avec des enfants, dans une maison, avec un autre travail, j'en sais rien en fait. Ça m'étonnerait, mais en tout cas, je fais pas je me projette pas si loin, j'ai déjà du mal à me projeter à 1 an. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas peur, de sortir, des sentiers battus et j'aime bien les gens, qui suivent leurs convictions, qui avancent, à la passion, en fait et qui savent, sortir, de ces cadres-là ou qui sont confortables, hein, ça c'est sûr, hein, quand, il y a un côté sécurisant, mais je vois trop de gens, se lever le matin, souffler en disant: «Faut que j'aille travailler» ou alors, voir le vendredi arriver et dire: «Ah ça y est, enfin c'est le week-end». En fait, c'est dommage, on n'a qu'une vie, si on se lève, tous les matins, la boule au ventre pour aller travailler, ch moi j'ai tendance à dire à ces personnes: «Mais change de travail en fait». Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais c'est compliqué, mais en fait, il faut s'en donner les moyens. C'est comme de dire, tu habites à La Réunion, tu as de la chance. Ouais, mais en fait, j'ai fait ce choix. Pour faire ce choix, il a fallu que je quitte, un endroit, que je me déracine, que je reparte de zéro, que je me reconstruise, tout un réseau. Enfin, c'est pas évident, en fait. Donc, il y a pas de chance dans la vie. Alors oui, il y a la chance d'être en bonne santé, ça oui, c'est sûr. Mais derrière, il y a pas de chance. Il y a juste ce qu'on veut faire de notre vie et ce qu'on se donne les moyens, de faire et vers quoi on veut avancer. Donc ça, j'essaye, de poursuivre dans la direction qui me va bien à ce moment-là et par rapport à mon feeling du moment. Mais, dans 5 ans, écoute, on se refait un point dans 5 ans et puis on verra où on en sera, l'un l'autre. C'est un message que tu voudrais faire passer que, en gros, quand on veut, on peut y arriver et que souvent on se met un peu trop de freins et que les gens qui se plaignent finalement se donnent peut-être pas toujours, même si c'est pas forcément facile, hein, dans le quotidien quand on a une famille, des enfants, un boulot, attaché à une région, à une ville, à un endroit spécifique, mais que parfois il faut aussi tenter de casser toutes ces barrières pour, finalement s'épanouir et aller vers, une vie meilleure? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se mettent des barrières qui n'ont pas lieu d'être, en fait et qui se retiennent de faire des projets, de se lancer dans des initiations, professionnelles. Il y en a beaucoup qui rêvent de vivre de leur passion. Alors c'est pas évident, c'est sûr. Quand tu as des enfants, il faut les sécuriser. Voilà, il y a un côté, prise de risque, que parfois certains n'ont pas envie de prendre, ce que je comprends tout à fait. Mais je pense que parfois il y a des justes milieux à trouver. En tout cas, subir sa vie, j'en vois beaucoup trop qui subissent leur vie. C'est dommage en fait. C'est dommage parce que la vie est belle et qu'en fait, quand on arrive à trouver, sa ligne directrice et à trouver son juste équilibre, bah, la vie elle est belle, on a envie de sourire, on a envie de se lever tous les matins, avec la banane et ouais, il faut pas s'enfermer, dans du regard des autres, le socialement, correct, et qu'est-ce qu'on va penser d'eux? Il faut foncer, faut se lancer, tant que c'est une volonté, et que c'est pas au détriment des autres évidemment, il faut aussi prendre en compte tout ça. Mais, tant que c'est pas au détriment des autres et qu'on est OK et en accord avec ses valeurs et qu'on se donne les moyens, on peut tout faire. Et en tout cas, si on tente pas, on aura des regrets donc, il faut essayer. C'est comme tu sais quand je suis arrivée à La Réunion, tout le monde m'a dit: «Ah mais c'est courageux», c'est vrai, c'était pas évident, mais au pire et ben, je faisais marche arrière et au pire, je reprenais l'avion, mes valises et puis je retournais me réinstaller en métropole quelque part. Donc la prise de risque, elle était pas, si folle que ça, au final. Mais si je l'avais pas fait, j'aurais regretté, puis j'aurais surtout pas vécu tout ce que j'ai vécu depuis 4 ans. Merci beaucoup, Sylvaine, pour cette, 1 heure 20 minutes. On a encore dépassé le temps. J'imagine que le soleil est en train de se coucher du côté de La Réunion, de cette, belle île de La Réunion, dont on a bien compris que tu profitais pleinement, que tu étais aujourd'hui une femme heureuse et épanouie.
dans tout ce que tu faisais, même si, et tu l'as dit, tout n'est pas parfait, mais tu essayes de faire du mieux que tu puisses. En tout cas, on te souhaite une bonne, suite dans ta saison. On se reverra sans doute, sur quelques événements et puis, on pense aussi moi j'ai une pensée aussi pour, tous ceux que je connais à La Réunion, à la fois les organisateurs du Grand Rennes, mais aussi Eric, Daph, ceux que je connais plutôt bien et avec qui je passe, du bon temps, quand je vais, sur l'île. En tout cas, merci beaucoup et puis, bah, au plaisir de te croiser. Au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.